Nous sommes le 1er septembre 2050. Bonjour, bienvenue. Ce jour-là, 80 personnes embarquent à bord de ce vol, en direction de Marseille. Parmi eux, la famille Michel. Eric, sa femme Louise et leur adolescent Thibaut partent en vacances pour la semaine. À bord, tout le monde s'installe tranquillement. Dehors, le temps est radieux. Il est 15h10, l'avion ne devrait pas tarder à décoller. À l'avant de l'appareil, le pilote et son copilote font leur dernière vérification météo avant le décollage. On va voler par temps clair, pas de turbulence annoncée, on n'a pas à corriger la trajectoire. Ça a l'air très dégagé en effet, on va pouvoir y aller. Dans ces conditions, le vol devrait se passer sans encombre. Alors que l'appareil atteint son altitude de croisière, l'hôtesse passe au milieu des passagers pour proposer une collation. Bonjour. Que désirez-vous boire, madame? Nous avons du thé, café, eau, jus de fruits. Bon, un verre d'eau, ça ira. Très bien. Soudain, une secousse violente surprend les passagers. Le sursaut est assez brutal. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? L'avion commence à trembler de plus en plus fort. Il n'y a pas d'alerte sur le radar météo? Je prends les commandes. Je passe en manuel. Ils ne le savent pas encore, mais ces passagers sont victimes du réchauffement climatique. Des glaciers qui s'effondrent en Italie. Des tempêtes d'une violence inouïe en Corse. Des hivers d'une rudesse inédite aux États-Unis. Des montagnes sans neige à Noël. Des fleuves à sec. Des inondations. Des tornades. Ces dernières années, l'accélération du réchauffement climatique semble devenue hors de contrôle. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, on savait que ça allait arriver. Les chercheurs passent leur temps à décrire les phénomènes, à dire urgence, agissons. On a dépassé, j'allais dire, toutes les espérances ou plutôt toutes les craintes. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Là, vous êtes obligé de porter ça pour aller vous balader sur la plage. Tout à fait. Si j'avais été tout seul, j'aurais pu y rester, quoi. On fait une maison pour y rester toute notre vie, mais on est rendu au stade que la maison, si on pouvait, on s'en débarrasserait. Alors, comment vivrons-nous en 2050? Face aux menaces, certains imaginent déjà des solutions un peu folles. Les voitures volantes, mon Dieu! On va vous fabriquer des steaks cellulaires. Moi, j'ai pas du tout envie de manger des insectes sous quelque forme que ce soit. Les villes, envahies par les animaux, pourraient devenir dangereuses. Mais aussi méconnaissables. C'est l'idée de construire un gratte-ciel qui va s'enfoncer jusqu'à 300 mètres, dans lequel il y a tout, du logement, des commerces, des services. On n'a même pas besoin d'aller respirer l'air pollué de l'extérieur. C'est du fantasme de riche. Ça, c'est pas la vie, c'est un cercueil. Enfin, qui peut vivre là-dedans? Mais faut être fou. On bombarde les nuages avec des produits chimiques. Ça sera des centaines de millions de personnes qui vont essayer de survivre. Mais avons-nous vraiment envie de vivre comme ça? Bienvenue en 2050, dans le monde d'après. Dans l'avion, en direction de Marseille, ce 1er septembre 2050.
Malgré un ciel très dégagé à l'extérieur, dans la cabine, c'est le chaos. Ces méga-turbulences sont très surprenantes. À cause des températures de plus en plus chaudes, les courants de vent se sont modifiés. Il faut redresser la trajectoire de l'avion précipitamment. L'hôtesse perd le contrôle. Les passagers sont terrorisés. Notamment la famille Michel. Eric se cogne violemment la tête contre le hublot. Pendant 20 longues minutes, de violentes turbulences vont secouer l'appareil. Le pilote essaie de maîtriser la situation, tant bien que mal. Après un terrible moment d'effroi, l'avion se stabilise. Dans la cabine, c'est l'incompréhension totale. Ça va, monsieur? Ça va, merci. Les passagers sont sous le choc. Eric est blessé. Monsieur? Pour la famille Michel, Merci, madame. Ça va aller? Oui, oui, merci. Je vous en prie. le traumatisme est sévère. C'est la dernière fois qu'ils prendront l'avion. Et si ces méga-turbulences devenaient notre quotidien? Tous les prévisionnistes, même les moins catastrophistes, s'accordent à dire que le réchauffement climatique aura des conséquences terribles sur nos déplacements. Et les pilotes de ligne qui ont commencé à dire « Tiens, c'est bizarre, là, quand je fais New York-Paris sur les vents d'ouest, c'est un peu plus turbulent, ou c'est un peu plus rapide, ou alors il faut que j'aille les chercher plus bas, ou il faut que j'aille les chercher plus haut. » Le changement climatique, c'est aussi ça. Il y a ce qu'on peut appeler des cisaillements verticaux, c'est-à-dire des différences de vitesse de vent qui font que quand l'avion traverse ces zones-là, eh bien, il va y avoir des turbulences assez fortes. Et en fait, avec le réchauffement climatique, il va y avoir une augmentation de ces cisaillements verticaux qui vont faire qu'il y aura des turbulences plus fortes et éventuellement de durée plus longue. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol en direction de Paris-Charles de Gaulle. D'ailleurs, tout cela a déjà commencé. Regardez ces images de turbulences violentes qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Ces méga-turbulences, il est évident que si on continue à prendre l'avion, on va se retrouver pris dedans. Et quand on tombera de plusieurs kilomètres de haut, je peux assurer que ça fera des dégâts. Face à un climat de plus en plus instable, les avions pourront-ils seulement continuer à décoller? En fait, l'avion, de plus en plus, va se retrouver au même rang que l'agriculture. C'est-à-dire presque totalement dépendant des aléas climatiques, des aléas météorologiques. Alors l'avion, il peut voler dans le gel, il peut voler dans la neige, il peut voler quand il fait très chaud, sauf que quand il fait vraiment trop chaud, quand il neige vraiment trop, l'avion, il est cloué au sol. Fin décembre 2022, aux États-Unis. Le blizzard du siècle a empêché près de 15 000 vols. Des avions pétrifiés par la glace. Les vagues de froid, mais aussi les chaleurs extrêmes, paralysent les aéroports. Comme à Phoenix, aux États-Unis, en 2017. Avec une température proche des 50 degrés, 43 vols ont dû être annulés en l'espace de quelques heures. L'augmentation des températures entraîne une diminution de la densité de l'air. Et cela, ça réduit les performances de l'avion, c'est-à-dire que l'appareil a besoin de plus d'élan pour décoller, plus de distance pour atterrir, donc forcément, ça impacte nos vols. On entre dans une période où tous les événements climatiques vont être exagérés par rapport à ce qu'on a déjà connu. C'est pas de l'anticipation, on y est déjà. Des tempêtes, des inondations, des rafales. Ces images d'aéroports ou d'avions pris au piège font désormais partie
de notre quotidien. Comme à Miami, aux États-Unis, en 2017, après le passage de la tempête Irma, ou encore plus proche de nous, en Corse, le 18 août 2022, à l'aéroport d'Ajaccio. Et comment ne pas avoir froid dans le dos en voyant cet avion qui atterrit en crabe à Londres en février 2022. Autant de drames évités de justesse, tous liés au réchauffement climatique. Alors, si l'on ne fait rien, pourrons-nous encore nous déplacer en 2050 en toute liberté ? Que faut-il faire pour inverser le phénomène ? Ce qui est sûr, c'est que si on veut réussir à limiter le réchauffement en dessous de ce niveau-là d'ici la fin du siècle, il faut que les émissions baissent très fortement dès les toutes prochaines années et même d'ici 2030. Alors, puisque l'avion est par ailleurs un gros émetteur de dioxyde de carbone, à l'origine du réchauffement climatique, il faudrait donc peut-être tout simplement l'utiliser beaucoup moins. Le problème, c'est que l'avion est loin d'être le seul mauvais élève au tableau. Les transports, c'est de l'ordre de 30% des émissions et la moitié correspond à la voiture. Donc ça veut dire à peu près 15% des émissions en France sont liées à la voiture, donc c'est quand même un gros secteur. La voiture, c'est polluant, hein, c'est pas du tout écologique et on sait que de toute façon nos réserves en hydrocarbures sont limitées. Ça fait 50 ans qu'on nous prédit l'atteinte du fameux peak oil, c'est-à-dire le moment où en fait on touche au maximum des réserves facilement exploitables. Sauf que ce peak oil, année après année, il bouge. Pour une raison simple, c'est que à mesure qu'on arrive près du fond, il devient rentable de creuser encore. Donc dire que l'on va manquer de pétrole à l'horizon même 2100, moi j'en sais rien du tout. En tout état de cause, ne serait-ce que pour des questions de carbone, le temps du fossile est compté. Vous avez à peu près 1,5 milliard de voitures dans le monde. Si les Chinois voulaient vivre comme nous, du point de vue des voitures, il faudrait à peu près, rien qu'en Chine, 850 millions de voitures. Et si on fait la même chose pour l'Inde, qui a 1,4 milliard d'habitants, il faudrait aussi 850 millions de voitures en Inde. Il faudrait doubler, rien que pour la Chine et l'Inde, le parc de véhicules actuel. Mais il n'y aura pas assez de matériaux pour faire tout ça. Augmenter le parc de voitures dans le monde est impensable. D'autant que l'on connaît bien maintenant les ravages de ce type de transport. Il suffit de regarder ce qu'il se passe en Inde. À Delhi, les habitants enchaînent les confinements. Pas à cause du Covid, mais à cause de l'air. Tout simplement irrespirable. Regardez, c'était en novembre 2022. Le ciel est gris. Les nuages de pollution forment un épais brouillard. Les écoles ont même dû être fermées. Dans la capitale de l'Inde, le niveau de particules dangereuses pour la santé est aujourd'hui 25 fois supérieur au seuil maximum autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. De plus en plus d'habitants souffrent de maladies respiratoires. Alors, face à cette situation plus qu'inquiétante, il y a peut-être une solution. On cherche le Saint Graal. On a cru le trouver avec le charbon, puis le pétrole, puis le nucléaire. Maintenant, c'est les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et la voiture électrique. C'est un vieux fantasme, la voiture électrique. Mais le remède ne serait-il pas pire que le mal ? Il faut la produire, l'électricité. Et comment ça se produit ? Il y a des coûts environnementaux qui sont très très forts, ne serait-ce que pour les batteries. Le lithium, tout ça. En termes écologiques, pour l'instant, c'est pire que le thermique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, non pas à l'usage, mais sur la totalité de la vie d'une voiture. Il y a plusieurs métaux qui sont nécessaires à la fabrication de la batterie. Il y a notamment du lithium, qui est une ressource assez stratégique. La voiture électrique, ce sont des mines qui vont chercher du lithium. C'est des usines bien dégueulasses qui fabriquent de la batterie. Aujourd'hui, plus de la moitié du lithium mondial est extrait en Amérique du Sud, dans des usines comme celle-ci. En tout, ce sont plus de 51 millions de tonnes de lithium qui dorment dans les sous-sols chiliens, boliviens et argentins, ce qui ne va pas sans poser de gros problèmes environnementaux. Il
Il y a différents types d'extraction de lithium. Il y a du lithium qui peut être mélangé à de l'eau et puis il va falloir faire évaporer cette eau pour récupérer le lithium. Donc c'est notamment ce type d'extraction-là qui peut y avoir dans les déserts, notamment en Bolivie, au Chili, etc., qui sont des endroits où les ressources en eau sont assez limitées. Les pompages des sous-sols pour extraire le lithium assèchent considérablement les sols. Il y a des sous-produits de la mine qui se répandent un petit peu partout, qui vont dans les nappes phréatiques et qui empoisonnent le sol. Et ces usines ne sont pas seulement dangereuses pour les sols, elles peuvent aussi devenir de vraies poudrières. Le lithium est une matière hautement inflammable qui peut créer des départs de feu toxiques très impressionnants. Comme ici, mi-janvier 2023, à côté de Rouen. Une usine de batterie au lithium a pris feu. Il aura fallu 130 pompiers et plus de 13 heures pour réussir à dompter les flammes. Alors, face à ces risques, qu'en est-il vraiment de l'avenir de la voiture électrique? D'autant que son autonomie, dans nos usages actuels, est très limitée. Quand vous conduisez une électrique, ça m'est arrivé, on voit tout de suite ce qui consomme de l'électricité. Vous freinez un peu trop fort, vous accélérez un peu trop vite. En hiver, vous mettez un peu trop de chauffage, vous voyez la batterie qui chute. Finalement, on se retrouve donc avec les mêmes files d'attente à la pompe, sauf qu'il s'agit de bornes électriques, comme ici, aux États-Unis. Le problème de la voiture électrique, c'est son poids. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Si je veux augmenter l'autonomie, il faut que j'augmente le nombre de batteries. Du coup, le poids augmente. Du coup, j'en profite pour faire une voiture plus grosse. Et on en arrive aujourd'hui à des SUV électriques qui pèsent plus de 2 tonnes et qui n'ont aucun sens d'un point de vue écologique. Plus la voiture électrique est lourde, plus elle nécessite de lithium dans ses batteries. Et là encore, le bât blesse. Toute industrie extractive est un problème et donc n'est pas la solution parce que comme le pétrole, les hydrocarbures seront terminés un jour, il y aura un jour où il n'y aura plus de lithium non plus. On continue à vivre et à penser dans un domaine très simple de croissance continue. Or, il ne peut pas y avoir de croissance illimitée dans un espace limité. Et notre planète est un espace limité. Autant que possible, il va falloir se tourner vers des véhicules qui sont plus légers. Si on donne juste un point de comparaison, en gros, avec 100 kWh de batterie, on peut avoir soit l'équivalent d'un pick-up électrique, soit l'équivalent de 2 citadines, telles que des Renault Zoé, ou sinon 16 mini-voitures, donc des véhicules de l'ordre de 500 kg avec une autonomie un peu moins importante, ou 250 vélos assistance électrique. En clair, la solution, opter pour des véhicules électriques légers. Mais si nous continuons à nous déplacer autant avec nos voitures, quand bien même elles seraient électriques, nous risquons de retrouver les mêmes problèmes qu'avec les voitures thermiques. La voiture électrique, elle donne l'idée d'un monde propre. Ça vous fera des bouchons silencieux parce que de toute façon, on n'aura pas à régler culturellement le pourquoi du comment on a besoin autant de la voiture en France. Si on ne règle pas ce problème, en 2050, on se retrouvera avec les mêmes engorgements des villes, simplement dans le silence des voitures électriques. Dans certaines grandes villes, des conducteurs passent parfois plus de 100 heures dans les bouchons chaque année. Pour les désengorger, certains ont une autre solution et ont fait d'un vieux rêve une réalité. En 2050, nous pourrions nous déplacer dans les villes en voiture volante. Plus de 170 projets de drones taxis sont à l'œuvre dans le monde et des vols d'essai ont déjà eu lieu. Dans les 5 années qui viennent, certaines mégalopoles pourraient déjà recevoir leur premier taxi volant. Mais n'est-ce pas du fantasme? Là encore. Les voitures volantes, mon Dieu! Mais tout ça, c'est des fables pour adultes, des fables de science-fiction. On aura un ciel qui sera un peu plus encombré, donc voilà, ça va faire rigoler. Voilà, ça concernera quelques grandes villes, peut-être quelques livraisons, mais ça concerne qui? Non, on reste largement à la marge du trait. Ce qui est assez sûr, c'est que ce ne sera pas un mode de transport massifié à l'avenir. À la fois parce que ça demande des ressources qui sont assez importantes et aussi et surtout parce que on ne pourra pas avoir un ciel qui est fortement encombré de véhicules comme il peut y avoir autant de véhicules aujourd'hui par exemple sur nos routes.
Ça ne pourrait être qu'un élément de transition, puisque ça fonctionne avec de l'énergie électrique, et que cette énergie électrique, même si on plante des éoliennes de tous les côtés, même si on fait des champs de capteurs solaires pour alimenter le système, ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable, et pour reprendre l'expression, ce n'est pas soutenable. Alors, notre monde d'après sera-t-il celui d'un monde où l'on bouge moins, voire d'un monde où l'on ne bouge plus ? Il faudra peut-être envisager d'autres solutions de mobilité. Le cheval, c'est pas bête. Alors vous allez me dire, oh, mon Dieu, mais c'est très lent. Oui, et alors ? Et pourquoi toujours penser à la vitesse ? L'adaptation, ce serait alors vivre plus lentement au sens vivre en réfléchissant un peu plus à ce que l'on fait. Est-ce que j'ai besoin d'acheter ça ? Est-ce que j'ai besoin d'aller là-bas ? Et si oui, est-ce que j'ai besoin d'y aller avec ce moyen de transport ? Je ne dis pas que les gens réfléchissent pas. On est une société qui nous pousse, encore une fois, à l'absence de frustration. Tu veux quelque chose, tu l'obtiens, quel que soit le coût. Les dirigeants actuels, qu'ils soient économiques ou politiques, disent si on a plus de marché, plus de technologie, plus de croissance, on va s'en sortir. C'est faux. Je pense que le plus de marché, de technologie, de croissance va au contraire accélérer le dérèglement climatique et la catastrophe globale. Et donc, c'est au contraire une espèce de saut vers l'effondrement. Moins de déplacements en avion, des trajets plus courts en voiture. En 2050, notre vie tournera probablement autour d'un périmètre plus réduit. Heureusement, la France déborde de son petit paysage, notamment au bord de ses presque 6000 km de côte. Pour les vacances donc, a priori, pas de raison de s'inquiéter. Sauf si, là aussi, le réchauffement climatique venait sonner la fin de la récré. Car dorénavant, à cause des hausses de température, nos plages pourraient bien devenir infréquentables. L'eau se réchauffe comme l'air, mais alors l'eau moins vite que l'air parce que l'eau est plus inertique, il lui faut plus de temps pour se réchauffer. 2022 aura été pour l'instant le record de chaleur pour l'océan. C'est grave parce que le changement est si rapide que les poissons, les organismes marins ne peuvent pas s'adapter si rapidement à une évolution à la hausse comme ça des températures. Ça va détruire la biodiversité aussi bien en terrestre que la biodiversité marine. On l'a vu en effet avec l'épisode des surcroîts de méduses en Méditerranée. Mais plus les eaux vont se réchauffer, plus il y aura de méduses. Regardez, c'était au cours de l'été 2022, en Italie. Des méduses à ne plus pouvoir mettre un pied dans l'eau. Et les eaux de la Méditerranée sont loin d'être les seules concernées. Il y a même à Saint-Malo des méduses qu'on n'a pas vues non plus très souvent en général. En plein hiver, on a vu aussi apparaître sur les plages de Vendée une cousine de la méduse, la physalie, aussi appelée galère portugaise, en raison de sa forme. Une espèce très venimeuse, originaire des Caraïbes. Les méduses sont exactement le signal qu'il faut bien entendre sur des océans qui sont d'abord surexploités et aussi pollués, puisque quand on a un bassin d'eau qui se réchauffe, qui est pollué et qui n'a plus d'êtres vivants, évidemment, on arrive sur des phénomènes qui sont spectaculaires. Ces méduses sont évidemment dangereuses pour les baigneurs, mais pas seulement, car elles se régalent des larves des poissons et donc tuent une bonne partie de la vie sous-marine. Mais il y a encore plus inquiétant. En 2050, on pourrait voir nos territoires grignotés inexorablement par la mer. Et voici pourquoi. Prenez par exemple ces images de glaciers qui fondent. Elles font le tour du monde depuis quelques années. Mais a-t-on vraiment saisi à quel point cela affectait aussi nos côtes ? Je ne crois pas du tout qu'on ait atteint des pics en termes de fonte des glaces, en termes de réchauffement tout court. Pas du tout. Je crois qu'on n'est qu'au début du commencement des prémices de ce dérèglement climatique qui sera sans doute beaucoup plus sévère en 2050. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fera en moyenne plus chaud. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est qu'au pôle, il se passe évidemment des fontes des glaces qui peuvent par exemple augmenter le niveau moyen des mers. Sur le net, on peut regarder ça.
On voit quelles sont les zones qui, dans 20 ans, seront déjà submergées, dans 30 ans, dans 40 ans. Parce que si on achète maintenant une maison à un bon prix, mais que dans 20 ans, elle se retrouve dans la flotte, c'est franchement pas un cadeau. Donc oui, on sait que ça va être très fort. Jusqu'à présent, nous avions beaucoup entendu parler des falaises normandes, grignotées par la mer. Mais désormais, plus aucune côte française ne semble à l'abri de la montée des eaux. En 2050, il est possible que la Camargue méditerranéenne ne soit plus habitable, simplement parce que le niveau des mers aura augmenté à cause de la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur et aussi à cause de la fonte des glaciers. La Camargue pourrait disparaître. Elle est déjà régulièrement noyée sous les eaux. Mais d'autres littoraux méditerranéens sont aussi menacés. La Corse découvre sur certaines zones en érosion. Bah oui, c'est toutes les parties de la Corse qui sont à fleur d'eau, où il n'y a pas de falaise, les côtes meubles qui sont plus faciles à éroder par une mer un peu plus haute. Alors, que faire lorsque la montée des eaux semble inéluctable ? On avait depuis 1900 une augmentation du niveau de l'océan d'environ 1,7 mm par an, mais là on a doublé. On va 2 fois plus vite. On est à au moins 3,2 voire 3,4 mm par an d'augmentation. Donc ça nous fait un horizon de 80 cm de plus de niveau des mers d'ici la fin du siècle, si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on décarbone massivement et immédiatement toute notre économie. Ça veut dire aussi que ces événements climatiques sur les côtes vont être ravageurs pour tout le littoral. Même si on agit maintenant, encore une fois, c'est comme le Titanic. Vous voyez l'iceberg et vous dites « mince, il faut donner un coup de barre ». Mais la masse du navire, la vitesse déjà prise fait que ça va mettre du temps avant de tourner. La situation est telle qu'on ne pourra bientôt plus vivre près de certaines côtes françaises. Donc tout ça nous arrive dessus. C'est quand même effrayant, non ? En France, près de 130 communes sont déjà placées sous vigilance face à la montée des eaux. 1 500 000 Français sont concernés. Et les gens qui habitent dans les littoraux ou dans d'autres zones humides, disons, auront du mal à résister à ces tsunamis moyens qui arriveront parce que simplement la mer est plus haute. Tsunami, le mot est lâché. D'ailleurs, contre toute attente, il a refait son apparition dans nos journaux à l'été 2022. Des scientifiques affirment en effet qu'il se produira avec certitude en Méditerranée dans les 30 prochaines années. De quoi réveiller de lointains et douloureux souvenirs. Rappelez-vous, c'était le 26 décembre 2004, dans l'océan Indien. À l'origine, un tremblement de terre de 9,1 sur l'échelle de Richter. Il a provoqué le plus long raz-de-marée jamais enregistré. 1300 km de long. Au total, plus de 200 000 personnes ont été emportées par les vagues. Mais comment une telle menace pourrait-elle nous concerner ? Le risque de tsunami en Méditerranée, on fait comme s'il n'existait pas, mais c'est une évidence. La Méditerranée, c'est une mer quasiment fermée. Il repose sur des plaques enchevêtrées les unes aux autres. Et une des failles les plus importantes, elle arrive pile poil sur Nice. Donc on sait pertinemment qu'un jour ou l'autre, Nice sera concernée par ou bien un tremblement de terre Maus, ou bien les conséquences d'un tremblement de terre, c'est-à-dire un tsunami. Il suffit d'une vague de 50 cm un peu rapide pour soulever une bagnole et la projeter 10 mètres plus loin. Les conséquences, on les connaît, c'est des villes qui ne sont pas adaptées à ça. Donc c'est des bâtiments détruits. En prenant la crise climatique dans la longue durée et en pensant à son évolution dans la longue durée, on se rend compte qu'on a bâti dans des endroits où il n'aurait pas fallu bâtir. Et bien, maintenant que la nature reprend ses droits, ça se paye. D'ailleurs, cela peut paraître incroyable,
Mais en 1979, un tsunami avait déjà eu lieu à Antibes. Une vague de 3 mètres de hauteur avait détruit certaines zones du port. Il y a eu une grosse vague où il y a un tsunami en 79 à Antibes, mais c'est toujours pareil, on reste des humains, donc on oublie vite. De la même façon qu'on a une sécheresse, puis ensuite on a la pluie, donc on oublie la sécheresse. Là, on a été capable de reconstruire assez vite, mais on a oublié, même si les gens savent, on vit avec ce risque, et pour vivre avec ce risque, on ne le regarde plus. Il y a une forme de suicide de l'espèce. L'espèce humaine, elle a beaucoup proliféré avec tous les dégâts, toute l'empreinte écologique, évidemment, que ça a causé. Et donc, est-ce que l'espèce humaine serait menacée? Oui, elle est menacée. Des espèces invasives, des plages qui partent en miettes sous l'effet de la montée des eaux, des tsunamis. Et le pire est peut-être encore à venir. Car un autre danger nous guette, un scandale sanitaire majeur dont très peu de personnes n'osent parler. En 2050, à cause du réchauffement climatique, nous pourrions être sévèrement intoxiqués sur de nombreuses plages de France, parfois jusqu'à la mort. L'arrêté préfectoral est tombé depuis 8 heures ce matin, ce 1er juillet 2050. Toutes les plages du nord de la France jusqu'aux Landes sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre. Et pas seulement à la baignade. Vous n'avez plus le droit de vous y promener, sauf si vous êtes équipé de bottes et de masques à gaz. La coupable, c'est l'algue verte, dite l'algue tueuse. Avec la canicule qui règne sur le pays, elle est de retour et elle libère un gaz mortel. Alors faites très attention. On imagine évidemment l'inquiétude des professionnels, hôtels, restaurants de toute la façade ouest, dont les chiffres d'affaires vont s'effondrer. Si ce scénario relève pour l'instant de la fiction, vous ne le savez pas, mais certaines plages de France sont déjà hautement toxiques. Comme ici, dans la baie de Saint-Brieuc. Là, le réchauffement climatique est visible, même en hiver. À cause de l'augmentation des températures, les algues prolifèrent désormais en toute saison. Un homme en fait d'ailleurs le triste constat tous les jours, depuis son bungalow sur les hauteurs. André Olivreau, c'est l'homme au béret rouge. Maintenant que les touristes ont fui, il se sent bien seul. Là, c'était noir de monde. Chaque famille de la grande ville avait sa petite plage privée. Voilà, c'était idyllique. Et aujourd'hui, il y a encore du monde qui vient sur cette plage? Un petit peu, mais bon, maintenant, comme elle a une mauvaise renommée et puis que c'est dangereux, c'est toxique, les gens renoncent à venir. Il faut dire que ces algues, qui ont envahi la plage, ne sont pas tout à fait comme les autres. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elles peuvent être mortelles. Vous voyez là, on a des algues vertes qui, là, sont en train de se décomposer, ne sont pas ramassées. Ça ici? Voilà. Et donc ces algues, en se décomposant, vont produire plusieurs gaz, et notamment l'hydrogène sulfuré, qui lui est très violent. Et à forte dose, ça tue le vivant. Nous-mêmes, nous ne nous en doutions pas lorsque nous avons rejoint André et son ami Yves-Marie Lelay. Mais ici, c'est un peu Tchernobyl. Depuis plus de 20 ans, ces deux militants écologistes se battent comme personne d'autre dans la région pour faire connaître ce danger. Équipés de leurs boîtiers orange, ils mesurent régulièrement les gaz relâchés par les algues. Ce gaz, c'est l'hydrogène sulfuré, aussi connu comme l'H2S. 2 lettres et un chiffre qui peuvent vous empoisonner. Et justement... Eh oh, ça sonne. Voilà, ça sonne. Donnez-moi mon masque, vite fait. Une forte odeur d'œuf pourri se dégage. Les émanations d'H2S sont importantes. Sans protection, André pourrait perdre connaissance rapidement. Ah, ça pue, c'est horrible. Donc rappelez-vous, tant que ça sent, vous êtes encore vivant. Ouais, c'est clair. C'est rassurant. Pourquoi il y a besoin de mettre un masque? Parce que
L'hydrogène sulfuré n'est pas seulement un gaz désagréable à l'odeur, c'est un toxique violent. Problème, le terrain est vaseux et très glissant. Ça va? Attends André, attends. Ça pue, dépêche-toi de me prendre. Non. Chaque minute compte. À haute concentration, l'hydrogène sulfuré relâché par les algues peut tuer aussi vite que du cyanure. Voilà ce que tu as. Non. Ah, d'accord. À combien tu es là? Ah bah j'en sais rien. Regarde. C'est en marchant sur les algues que nous avons libéré des quantités impressionnantes de ppm, l'unité de mesure de l'hydrogène sulfuré. Là, on a eu jusqu'à 474 ppm. Et à partir de 474, c'est dangereux, il faut dégager à partir de 10. À partir de 10, il faut commencer 10-20, il faut commencer à dégager. à partir de combien on peut mourir? 1000 ppm, perte de connaissance immédiate et mort en quelques secondes. Après sa frayeur, André décide de nous faire revêtir l'équipement qu'il avait prévu au cas où. Un accoutrement surprenant. Ça veut dire que pour aller plus loin, il faut qu'on s'équipe. Ah oui, là, tout à fait. Là, Et donc l'équipement, vous pouvez me montrer, c'est quoi en fait? C'est des lunettes? André. C'est déjà les lunettes pour pas avoir les yeux oxydés. Et puis mettre le masque à gaz. Vous êtes obligé de porter ça pour aller vous balader sur la plage? Tout à fait. Si j'avais été tout seul, j'aurais pu y rester, quoi. Parce que le taux d'H2S dégagé, si vous voulez, si c'est à 1000 ppm, vous mourrez d'un seul coup. Mais même à 200 ppm, si vous restez 5 minutes là, vous vous évanouissez et puis vous finissez votre vie, quoi. Sans masque, au moment de sa chute, André souffrira quelques heures après notre tournage d'une conjonctivite et de problèmes respiratoires, le temps d'une après-midi. Donc ça c'est pour moi? Alors ça oui. Et ça vous paraît pas dingue quand même que pour une balade sur la plage, aujourd'hui on soit obligé de porter des masques comme ça? Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que personne ne sait que pour venir sur cette plage, il faut s'équiper comme ça. Et qui aura ce genre d'équipement? Évidemment. D'habitude, quand on est sur la plage, c'est le seau et les pelles pour les enfants. Bon. Je ne sais pas s'il existe des masques contre l'H2S pour les enfants. Je ne suis pas persuadé. Face à la menace, en 2050, nos enfants devront-ils porter des masques à gaz pour aller jouer sur la plage? Mais pourquoi ces algues vertes sont-elles si toxiques? Ces algues vertes, c'est des végétaux, elles ont besoin d'engrais naturels, azote, potassium, phosphore. Et en Bretagne, c'est le bonheur, parce qu'il y a des cochons partout. Car en plus du réchauffement climatique, l'autre coupable, c'est lui, le porc, élevé intensivement en Bretagne. Et les cochons, ça fait beaucoup de caca, et dans ce caca, il y a beaucoup de phosphore qui finissent dans l'eau. Voilà, tout ça est entraîné par lessivage, par la pluie. Ça finit sur le littoral, et ça nourrit les algues. Et les algues finissent par occuper tellement de terrain qu'il n'y a plus de vie possible en dessous. Voilà, c'est la facture, comment dirais-je, de notre volonté, il y a quelques années, d'avoir imposé à la Bretagne de faire du cochon. Le problème est connu localement en Bretagne, depuis qu'au début des années 2000, une série de faits divers s'est produite en cascade. Halte aux algues vertes, manifestation sur la côte bretonne contre la prolifération de ces algues toxiques qui peuvent même être mortelles. En 2008 d'abord, 2 chiens meurent simultanément sur la plage de la Grand'Ville, à Ilion. Étrange. Puis, en 2009, un cavalier et son cheval s'enlisent dans la vase. Le cavalier s'en sort, mais le cheval meurt sur le coup. Puis en 2011, une trentaine de sangliers succombent dans l'estuaire du Guessan. On les retrouve étendus sur le sable, comme foudroyés. L'inquiétude monte dans la région. Mais 14 ans plus tard, malgré des ramassages réguliers, les algues sont toujours là et continuent de faire des victimes. Notre voyage en terre empoisonnée n'est pas terminé, loin de là. À quelques kilomètres de la plage où nous étions avec Yves-Marie et André, un homme est mort en 2016. Ici,
Dans l'estuaire du Gouessant, Jean-René Auffray, 50 ans, était parti faire son jogging le long de la rivière, accompagné de sa chienne. Il n'en est jamais revenu. Nous avons rencontré la veuve de Jean-René Auffray. Et vous allez voir que selon elle, il n'y a pas de doute. Son mari est décédé à cause des algues vertes. Elle se souvient de ce jour terrible. Ma fille Anne-Sophie, elle m'appelle dans l'après-midi, en fin d'après-midi, vers 3-4 heures peut-être, pour me dire que c'était bizarre. Papa était parti recourir avec le chien et le chien était rentré tout seul. Moi j'étais convaincue qu'il s'est cassé une cheville ou qu'il est tombé et qu'il ne pouvait pas rentrer tout seul à la maison. Alors que son chien sent fortement l'odeur de la vase, Rosie et sa fille se dirigent vers l'estuaire du Gouessant, connu pour son odeur d'œuf pourri. Je me suis avancée pour voir un peu les deux pentes de Gouessant, si je voyais quelque chose. Et à un moment donné, en balayant en droite-cache, je vois tout droit devant moi Jean-René dans le Gouessant. Jean-René est retrouvé inanimé dans la vase. Les secours sont dépêchés, ainsi que le maire de la commune. C'est alors que ce dernier pose une question à Rosie qui va la surprendre. À un moment donné, le maire il vient vers mes filles et moi et il nous demande « mais est-ce que vous voulez faire une autopsie ?» Et donc le maire, le maire était très amical. « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ça mais vous n'allez pas avoir accès au corps ?» En principe, dans ce genre d'accident, l'autopsie devrait être systématique. Mais selon Rosie, le maire de la commune d'Illion, dont dépend l'estuaire du Gouessant, ne semble pas l'encourager à le faire. Aujourd'hui, la veuve de Jean-René Auffray pense avoir compris pourquoi. Il est clair qu'il ne voulait pas d'histoire, qu'il ne voulait pas parler d'algues vertes. Pas de bol, c'était 1 ou 2 heures après, c'était déjà dans la presse, donc c'était trop tard. Pourtant, l'État semblait connaître la dangerosité des algues vertes. Preuve en est. Ce rapport confidentiel de 2011, établi par la préfecture des Côtes-d'Armor, dont nous nous sommes procuré une copie. La commune d'Illion, où se trouve l'estuaire du Gouessant, est notée en violet, couleur de risque maximum. Après ce rapport, quelques panneaux indiquant la présence d'algues vertes ont été installés dans la commune. Mais selon la famille Auffray, pas à l'endroit où est mort Jean-René. Le corps de la victime a finalement été autopsié 2 semaines après avoir été découvert. Rien ne viendra attester que les algues sont responsables de sa mort. Trop tard, le H2S a disparu. Il est mort par étouffement, donc il n'y a plus d'oxygène. Donc ça pouvait être provoqué soit par inhalation de gaz ou par un arrêt cardiaque brutal. Comme aujourd'hui, on ne peut pas prouver le contraire, on ne peut pas prouver que c'est les algues vertes, ils ne retiennent pas la cause algues vertes. En juillet 2019, Rosie saisit le tribunal administratif de Rennes pour demander réparation. La justice lui a donné tort, mais une nouvelle procédure est en cours. C'est très douloureux aussi de lire que Jean-René est décédé de sa faute, parce qu'il n'avait pas à s'aventurer là, parce que tout le monde savait que c'était dangereux. D'un côté, il refuse tout lien de décès, algues vertes, décès, et de l'autre côté, on devrait tous savoir quand on peut y mourir. C'est très contradictoire. 7 ans après la mort de Jean-René Auffray, les algues vertes sont toujours présentes dans la région. Et pour cause, les élevages de cochons, eux aussi, sont toujours là. Inlassablement, des tracteurs continuent de ratisser les plages. Mais est-ce bien raisonnable ? La solution qu'on trouve, c'est quoi ? C'est de faire venir des tractopelles pour les enlever. Pour moi, la solution, elle n'est pas là. Elle est encore une fois pas en aval, elle est en amont. Et si on changeait les modes de production agricole pour éviter qu'il y ait autant de déchets biochimiques qui aillent dans les rivières et dans la mer. Alors, si l'on veut pouvoir encore aller sur nos plages en 2050 et ne pas vivre dans une France recouverte d'algues vertes, ne faut-il pas renoncer aux élevages intensifs ? Partout dans le monde, des humains cherchent des solutions,
Et vous allez voir que certaines ont de quoi surprendre. En Chine, dans la province de Wuhan, un tout nouveau gratte-ciel a été inauguré en octobre 2022. Une sorte d'hôtel à cochons sur 26 étages, avec à chaque niveau 25 000 bêtes. Au total, ce sont 650 000 cochons, soit 20 fois plus que dans les plus grandes fermes françaises. En matière d'élevage intensif, on a rarement fait plus grand. On fait, comme pour les porte-conteneurs, comme pour les avions géants, on fait une massification. C'est-à-dire qu'on réunit au même endroit un nombre maximal de cochons. En gros, on met un tuyau devant, un tuyau derrière, et on injecte exactement ce qu'il faut de nourriture. Mais à la différence des élevages de porcs que nous connaissons en Bretagne, celui-ci est censé être propre. Car tout fonctionne en vase clos, grâce à des systèmes entièrement automatisés. Comme dans un film de science-fiction. Vidéosurveillance généralisée. 30 000 points d'alimentation. 6 ascenseurs géants capables de transporter 240 cochons en même temps. Et pour ce qui est des déchets, les eaux usées sont retraitées sur place et aucun excrément ne serait rejeté dans la nature. Mais peut-on vraiment croire que cette usine à cochons puisse être parfaitement étanche? Certains vous disent, oui, mais même sur les effluents d'élevage, donc les caca et les pipis, on va mettre ça dans une unité de méthanisation, ou on va valoriser ça sous une forme ou sous une autre. Ben non. La meilleure façon de faire, c'est de ne pas polluer, c'est pas de compenser la pollution ou de ne pas bricoler pour exporter cette pollution. C'est ça la méthanisation. Si ces personnes en Chine vous disent qu'elles maîtrisent le problème, eh bien dans 2 ans, on en verra les conséquences. Et puis, cette porcherie géante pose d'autres problèmes. On monte en puissance, en gamme, en créant quelque chose d'absolument délirant, qui est un immeuble où les animaux, les cochons en l'occurrence, seront totalement ignorants de la vie biologique d'un être vivant, qui est de marcher par terre, de fureter à droite à gauche comme le fait un cochon. Ils seront pris simplement comme un organisme biologique, une pièce dans une usine où tout sera automatisé. Il n'y aura quasiment pas d'humains. Vous avez des cochons qui n'ont jamais connu la lumière du jour, qui ont toujours vécu entre eux, qui viennent souvent des mêmes mères, donc ils sont très instables du point de vue de leur santé, très fragiles. Et leur vie ne dépend finalement que du fait qu'ils ne sortent jamais à l'extérieur. Et il suffirait qu'un virus ou une bactérie arrive, et là c'est fini. Et évidemment, ils prétendent qu'il n'y aura pas de risque, mais le risque est simplement accru. Mais le jour où il arrivera, ça sera un foyer absolument abominable d'une nouvelle pandémie. Des pandémies qui pourraient être transmises aux humains. En Californie, des fermes intensives poussent comme des champignons, avec des dizaines de milliers de bêtes enfermées derrière des clôtures. Vous allez voir que les conséquences sanitaires de ces élevages préoccupent déjà les habitants de la région. Quand vous allez manger un burger quelque part, ça m'est arrivé sur la route 66, eh bien pour manger un burger avec de la viande saignante, j'ai été obligé de signer une décharge en disant « oui, on connaît les risques ». Et c'est ça qu'on nous vend. Alors, pour limiter les dégâts des élevages intensifs sur notre planète et sur la santé humaine, ne faut-il pas tout simplement réduire drastiquement notre consommation de viande? Il faut qu'on change ce modèle. Si on veut vivre normalement en 2050, en étant globalement en bonne santé, il faut sortir de cette idée de la consommation, par exemple, de viande, qui au demeurant est extrêmement réduite dans l'histoire. C'est en 1950 qu'on a commencé à manger à grande échelle beaucoup de viande. On peut peut-être fermer cette parenthèse. Certains l'ont compris, mais cela leur a donné une idée encore plus folle. En Californie, aux États-Unis, voici les bâtiments d'Upside Food, une entreprise mondiale
qui crée de la viande sans animal, ou presque. Et si l'on en croit son film promotionnel, c'est très bon. Waouh. Waouh. Ah oui, c'est du poulet. Ça s'appelle de la viande cellulaire. La viande cellulaire, c'est le développement de cellules, finalement. Alors, cellules de viande de porc, cellules de viande de bœuf en particulier, et que l'on fait développer au laboratoire pour produire des tissus de ces cellules amalgamées et qui constitueront les steaks de demain. La viande cellulaire consiste à extraire un bout de muscle ou de graisse d'un animal. Ce bout de tissu est ensuite mis dans un échantillon de laboratoire, nourri avec des nutriments, des vitamines ou du sucre, pour qu'il grandisse et devienne un jour un bout de steak comme chez le boucher. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des chefs cuisiniers qui préparent votre viande, mais des laborantins. Grâce à cette technique, plus besoin d'abattoir. Mais là encore, est-ce vraiment une alternative raisonnable à l'élevage industriel ? Moi, je veux produire plein de viande, plein de protéines. Ou bien je fais un hôtel à cochon comme en Chine, ou alors finalement, vu que le cochon là se résume à un tas de protéines, bah, autant cultiver les protéines en laboratoire. Bon, alors du coup, c'est une viande qui est résumée à ses protéines et qui n'a pu exister que par une énorme transformation, une énorme infrastructure industrielle. Donc prétendre derrière que la viande cellulaire va sauver la planète parce que produire de la viande détruit la planète, il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans le raisonnement. Je suis pas sûr que ça arrange réellement les choses. De toute façon, la solution d'aujourd'hui, c'est le problème de demain. Je crois qu'on a des comportements à la fois excessifs, mais on a aussi des réponses qui sont aussi tout autant radicales. C'est-à-dire, on va vous développer des porcheries de 650 000 individus de truies, on va vous fabriquer des steaks cellulaires, et à chaque fois, avec toujours des certitudes qui sont prononcées, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, on contrôle tout. Sinon, il y a peut-être plus simple à produire que de la viande de laboratoire. Nous vous avons trouvé le futur remplaçant de votre pièce de bœuf préférée. Nous sommes dans le restaurant du chef Laurent Veillet. Dans son menu, il met à l'honneur un ingrédient un peu particulier. En entrée, c'est un sablé au grillon. Au grillon ? Oui. Grillon l'insecte ? Bien sûr, oui. Comme ceux qu'on a en Provence. Oui, mais on va pas prélever des insectes de la nature. Parce que ceux qu'on a dans la nature, déjà, il y en a très peu. Et il faut les préserver. Et surtout, ça pourrait être dangereux. Grillons ou larves, comme ces vers de farine. Le chef a ouvert ce restaurant il y a 6 ans et cuisine uniquement des plats à base d'insectes, sous toutes les formes. On peut goûter ? Bah oui, on peut le goûter comme ça, nature. Là, ils sont épicés. D'accord. Épicés à quoi ? Allez. Ils bougent ? Non. Non, ça bouge pas, non, heureusement. C'est un mélange, donc il y a des vers de farine et des grillons. D'accord. Et là, la petite pointe de boule. sel. Ah oui, ça c'est une. Ouais. C'est une tête. C'est vrai ? Non, mais franchement, c'est très bon. Hein. Ok, bah, je vais goûter. J'ai jamais mangé d'insectes. Ça a un goût très élégant, très subtil. Bah, c'est assez bon en fait, ça ressemble à du granola. Malgré une apparence peu ragoûtante, les insectes ont pourtant bien des avantages. Combien de vers je dois manger pour avoir le même apport nutritif que dans 120 grammes de bœuf ? Il faudrait 75 grammes de vers comme ça, et on obtient autant de protéines, mais il y aura plus de vitamine B12, plus d'acides aminés, plus d'oméga 3, donc c'est beaucoup mieux. Parce que là, il y a combien de grammes à peu près ? Là, il doit y avoir 60 grammes. Ouais, donc en fait, il faut que je mange ça. Voilà, tout ça. C'est l'équivalent d'un steak entier. Oui. Ah ouais. Et c'est marrant, il y en a, on voit encore un peu leurs pattes, celui-là. Là. Mais oui, ils ont des petites pattes. Mais qui a vraiment envie de manger des insectes ? Pour l'instant, le chef reçoit en petit comité 8 clients ce soir, qui, comme nous, vont goûter pour la première fois des insectes, non sans une certaine appréhension. Vous avez déjà mangé des insectes ou pas ? Non, jamais. Non. Florian, est-ce que tu peux m'apporter les verres, s'il te plaît, ici ? La première création du chef est en préparation. Un cocktail, cranberry vodka et verre, bien sûr. C'est très joli. Ouais.
Ouais. Visuellement, c'est pas parce qu'il y en a qui pourraient retrouver ça rebutant en fait d'avoir des insectes. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est si on se dit que c'est des insectes. Vous vous dites que c'est quoi du coup? Écoutez, une petite garniture. Un petit truc qui vient pimenter le cocktail. Allez, je t'ai parti. Dans les yeux. Alors, un bon glaçon qui masse très bien. C'est très super bon. 5 plats sont au menu dégustation ce soir. Les insectes sont omniprésents, en farine, incorporés à des pâtes, soufflés, déshydratés ou entiers. Si vraiment vous trouvez qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai proposé là des vers et des grillons dans le moulin à insectes. Comme un moulin à poivre. Si. Même le beurre est aux insectes. Oh. Avec le café. Comme du beurre salé là. C'est pas mauvais. Ah ouais, bah, c'est du beurre. Donc là, c'est salade thaï, toutes les saveurs de l'Asie à l'intérieur. Il y a citronnelle, gingembre, citron vert, coriandre, crevettes sauvages et petit verre soufflé, c'est la petite touche du chef. Et pour clôturer la soirée, un café gourmand, revisité. Soufflé au chocolat et criquet. Ah oui, au milieu là, c'est un criquet? Oui, un énorme criquet. Normalement, vous êtes bien préparés, ça devrait passer. Après, on fera des scorpions en dessert. Mais si les clients de Laurent Veillet sont convaincus, il reste du chemin à parcourir avant que les insectes ne séduisent un plus large public. Moi, j'en ai mangé des insectes au Zimbabwe et en Zambie, c'est pas mauvais. Les chenilles de Mopane, c'est pas mauvais du tout, ça ressemble à des crevettes. Bon, est-ce qu'on peut combler les besoins en protéines du monde occidental qui en mange beaucoup des protéines animales? J'en sais rien, je suis pas sûr du tout. Moi, j'ai pas du tout envie de manger des insectes sous quelque forme que ce soit. Ben, ça peut exister, même si pour le moment c'est très peu développé en Europe. Dans certaines régions du monde, le fait de manger des insectes préparés n'est pas inhabituel. Pour les pays, disons, occidentaux, c'est pas habituel et donc il y a un côté changement culturel qu'il faudrait éventuellement opérer. Mais n'en déplaise à Yves Cochet, certains croient dur comme fer aux insectes comme nourriture d'avenir. À Dole, dans le Jura, voici Insect, une ferme géante très particulière. Ici, 3 milliards de verres de farine, répartis dans des caisses sur 17 mètres de hauteur, grandissent pendant 60 jours pour pouvoir être consommés par les humains. Guillaume Daoulas, le directeur commercial de la marque, n'est pas peu fier de ce cheptel. Ici, dans cette place, on est à quasiment 3 milliards de verres de farine. C'est l'équivalent, si vous voulez, de plus de 150 000 poulets. On produit beaucoup plus de protéines, et beaucoup plus de protéines de qualité. Et des comparaisons avec l'élevage traditionnel, le directeur commercial en a quelques-unes en réserve. Si on compare au bœuf, par exemple, ramené au kilo de protéines, on va consommer 50 fois moins d'eau. On va émettre 50 fois moins de carbone. On va préserver de l'espace au sol. Et c'est pour ça que pour nous, ça nous semble évident d'avoir démarré avec cet insecte-là qui est très, très performant d'un point de vue environnemental et santé. Si l'on veut parler cochon, ces nouvelles fermes émettent 10 à 100 fois moins de gaz à effet de serre que les élevages de porcs. Sans compter qu'elles ne rejettent pas de déjection dans la nature. Guillaume bichonne son cheptel. Pour en tirer le maximum, tout est automatisé, notamment la distribution de nourriture. Là, à cet endroit-là, les insectes sont sur un convoyeur et vont à la phase de nourrissage, à la partie qu'on appelle maïté en fait. On va leur apporter la nourriture 2-3 fois par semaine. C'est un petit peu le petit-déj, c'est pas des cornflakes, mais c'est plutôt du son de blé, des coproduits agricoles que nous on valorise grâce aux insectes pour faire de la protéine derrière. Après 2 mois dans l'usine, les vers seront transformés. Petite leçon de choses au laboratoire. Ici, on a les différents stades de notre insecte, le ver de farine. Là, c'est la jeune larve qu'on voit.
quelques jours après l'éclosion, donc elle a à peu près cette taille-là, vous pouvez voir ici. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'elle aille jusqu'à maturité. Donc au bout de 60 jours, on a une larve d'environ 2 cm de long. Et c'est là où il y a le taux de protéines le plus intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être échaudée, donc passée à la vapeur, comme pour les crevettes. Et ensuite, qu'elle va être transformée pour séparer les ingrédients intéressants. Donc la protéine, l'huile, qui seront destinées à l'alimentation humaine. Celles-ci deviendront de la farine, puis des pâtes, des steaks ou encore des barres protéinées. Mais parmi ces larves, l'usine en garde 5% pour assurer la reproduction, car c'est là l'autre avantage de ces petites bêtes. Elles sont très prolifiques. Et donc ces 5% vont se transformer en nymphes, que vous voyez ici, c'est l'équivalent de la chrysalide du papillon, puis se transforme en adulte, c'est une métamorphose, et devient un scarabée. Et ce scarabée-là sera notre reproducteur. Les dirigeants d'Insect voient grand. Une seconde usine vient d'être construite à Amiens. 37 mètres de hauteur, 200 000 tonnes de protéines d'insectes produites chaque année. C'est tout simplement la plus grande ferme d'insectes au monde. Alors qui sait si en 2050, à la place d'un hamburger frites, nous ne préférerons pas un steak de verre. Adapter nos déplacements, notre alimentation, vivre plus lentement et plus sobrement. Notre quotidien pourrait drastiquement changer d'ici 2050. D'autant que nos lieux de vie pourraient eux aussi se trouver profondément bouleversés. Certaines régions françaises pourraient en effet devenir inhabitables. Nous sommes le 10 décembre 2050. Laurent et sa compagne Émilie sont en vacances pour une semaine dans l'Ariège, en France. Ce jour-là, Laurent veut emmener Émilie dans un endroit très spécial pour lui. Le village où habitaient ses grands-parents. C'est dingue. Avant, il neigait jamais ici l'hiver. La température était plutôt douce. Maintenant, il fait -10 en hiver et 40 en été. T'es prêt? On y va? Allez. Ce hameau, Laurent y a passé beaucoup de temps pendant son enfance, il y a à peine 20 ans. Aujourd'hui, tout a été déserté. Sous l'effet des dérèglements climatiques, les maisons se sont fissurées, les nappes phréatiques se sont vidées et le village est tout simplement devenu inhabitable. Après une énième canicule, tous les habitants ont dû quitter l'endroit à la fin de l'été 2023. C'était il y a 27 ans. C'est vraiment un village fantôme ici. On a du mal à croire que des gens aient pu vivre là. Tu m'étonnes que les gens soient partis. Oh, je reconnais rien du tout. Émilie, qui n'était jamais venue, n'en revient pas. Comment est-ce qu'une cinquantaine d'âmes ont pu un jour vivre ici ? Attends, regarde. C'était là qu'habitaient mes grands-parents. Oui. Ouais. Je descendais souvent acheter le pain à la boulangerie là-bas. Oh, il reste plus rien. Abasourdi par l'ampleur des dégâts, Laurent retrouve la maison où il a passé une partie de son enfance. Dans cette région, comme dans beaucoup d'autres en France,
les variations des températures sont devenues tellement extrêmes que des centaines de villages comme celui-ci ont dû être abandonnés. À la place, les gens se sont retrouvés dans les grandes villes pour être protégés. Si ce scénario relève aujourd'hui de la fiction, dans le pays, des millions de foyers sont pourtant déjà menacés par les extrêmes de température, notamment lors d'épisodes de chaleur. Nous nous sommes rendus à côté de Niort, à Saint-Gelais, une région qui a beaucoup souffert de la canicule pendant l'été 2022. Résultat, certaines maisons ont des fissures un peu partout, comme chez Pascal et Lynn Lambert. Ici, le réchauffement climatique a eu des conséquences dramatiques. Vous voyez, si on ouvre les volets, vous voyez la continuité ici, ensuite en hauteur, derrière. Ah oui. Donc pour vous dire, moi je mettais ma main à l'intérieur. Là, sur celle-là? Sur celle-ci. Pascal et Lynn ont colmaté certaines fissures, mais ils le savent, cela ne sert pas à grand-chose. Parce que ça travaille, le sol travaille, donc ça bouge. C'est dans un sol argileux, ça fait gruyère en fait. L'été et l'hiver, ça bouge, ça fait yo-yo. L'histoire des Lambert commence en 2005. Cet été-là, des records de température sont battus dans la région. Le thermomètre monte jusqu'à 37 degrés. Sauf que ce qu'on ignorait alors, c'est que sous l'effet d'une canicule, les sols argileux s'affaissent et les fondations des maisons tremblent. Ce pavillon, les Lambert l'ont fait construire en 1994. Pour cette vendeuse et ce fonctionnaire, cela représente les économies d'une vie qui aujourd'hui tombe en ruine. Là, on voit à travers. Ah oui, dis donc, je vois le jour. On voit le jour. Ah oui. Donc en fait, elle va du sol quasi jusqu'au plafond. Ah oui, ouais, c'est ça. On a l'impression que la maison, elle va se scinder en deux, quoi. Depuis 2005, de nouvelles fissures apparaissent tous les ans. Et plus les épisodes de canicule s'intensifient, plus les fissures sont impressionnantes. Et ça, elles sont apparues cet été, du coup? Elles se sont accentuées. Accentué, puis prolongé aussi. Ces deux longues, là, ici, là. Ouais. Alors après, si on continue dans le couloir... Il y en a partout. On est partout et tout est... Chacune des pièces est touchée, quoi. Enfin, exactement. Ah ben, là, regardez, là, vous voyez, là, ça s'ouvre. Oh. Je sais pas, mais vous avez pas peur que ça tombe? Si. C'est inquiétant. Ouais. Ah ouais. Alors, une fois qu'on enlève la tapisserie, c'est catastrophique. C'est-à-dire que vous avez à la base une fissure qui arrive, et puis d'année en année, plus il va faire chaud, oui. Plus la fissure, elle va se creuser, ou elle va s'agrandir. Elle se creuse, elle se... Exactement. Voilà. Mais du coup, là, en fait, quand vous lisez un peu les rapports qui sont rendus publics, où on dit que les chaleurs vont s'accentuer, les canicules, les sécheresses... Ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Parce que qu'est-ce que ça va être les années à venir? Il faudrait pas qu'il fasse très très chaud. C'est-à-dire que il faudrait pas qu'il pleuve non plus beaucoup pour éviter ce genre de désagréments. Cette situation-là, ce qui va être alarmant, c'est que beaucoup de gens vont connaître ces problèmes-là. Nous ne sommes pas les seuls à être touchés dans le village, dans le quartier. Et qui va payer la facture, en fait? Pour réparer cette maison, il faudrait que le couple débourse plus de 100 000 €. C'est la moitié du prix initial de leur pavillon. On fait une maison pour y rester toute notre vie, mais on est rendu au stade que la maison, si on pouvait, on s'en débarrasserait. Elle est invendable, quoi. Invendable. Ou alors, faut la donner, quoi. Carrément. Puis après, on fait quoi? On va où? En fait, vous redémarrez à zéro. Voilà. Avant que tout s'effondre, ils ont fait appel à leur assurance pour couvrir les dommages. Mais surprise. Vous avez un expert qui est venu constater? Exactement. Et comment ça s'est passé? Les dires de l'expert, tout simplement. Lui nous signale que cette fissure-là, si elle est là, c'est parce que ma cheminée est trop lourde. Imposante. Trop imposante. Ensuite, le plafond, si les problèmes que j'ai sont de l'épaisseur de la laine de verre dessus. Trop lourd.
La végétation, trop importante. J'ai trop d'arbres. Mais vous n'avez pas beaucoup d'arbres, enfin, pardon, mais... Bah non. On a un Un parasol qui est peut-être... mais qui n'est pas proche. Donc ça, en fait, pour l'expert, là, c'était trop de végétation et c'est ça qui fait les fissures que vous avez devant. C'est trop, voilà. Ça puise de l'eau et c'est trop proche de la maison. Pour être indemnisés, les Lambert ont malgré tout un dernier espoir, que leur région soit reconnue en état de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics. Dans le pays, plus d'une maison sur deux serait construite sur des sols menacés par les sécheresses et les mouvements de terrain. Et face aux épisodes de canicule qui s'intensifient, le problème ne fait que commencer. Les maisons qui sont atteintes sont des maisons qui sont en général construites plutôt sur des marnes. Ce sont des couches géologiques qui sont en fait souples, un petit peu comme l'argile, mais c'est très sensible aux épisodes de sécheresse. Quand ça devient vraiment très fort, la sécheresse, la marne perd de son humidité. Donc, elle se rétracte. Il y a beaucoup de cas où les choses, y compris dans la vie quotidienne, vont changer du tout au tout. Donc, les maisons fissurées. Et ça va se répéter parce que les phénomènes de chaleur, hélas, vont se répéter. Il y a peut-être des endroits, notamment dans les Cévennes, qui vont se désertifier simplement à cause du climat. Alors, face à des maisons qui tombent en ruine, les campagnes pourraient être de plus en plus désertées. Car à chaque catastrophe climatique, ce sont surtout les zones rurales qui sont les plus durement touchées. Comme ici, à Suippes, dans le nord-est de la France, sévèrement frappé par une tornade en novembre 2022. Avec moins de bâtiments pour faire barrière contre les vents et moins de services d'urgence disponibles rapidement, nos campagnes vivent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Et forcément, leurs habitants pourraient bien les déserter pour aller se réfugier vers les villes. On peut se dire que la France demain sera une France de grandes villes entre les déserts. Entre des déserts où il n'y aura plus personne. Plus dynamique, plus sûre, plus attractive. En 2050, d'après les projections des chercheurs, 70% de la population mondiale habitera en zone urbaine. Il y a de plus en plus d'habitants sur Terre, nous sommes maintenant 8 milliards. Figurez-vous que quand je suis né, on était moins de 3 milliards. Ça fait quand même beaucoup maintenant. Et évidemment, il faut des habitats, il faut de l'urbanisme, il faut que tout le monde puisse se loger, se chauffer, se nourrir, etc. Il y a une tendance historique à l'urbanisation. C'est-à-dire que c'est une tendance qui se poursuit depuis un siècle, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est que malgré tout, la ville est un lieu riche, à tous les sens du terme. Il est riche d'activités, il est riche de liens sociaux, il est riche de possibilités de travail. Voilà pour les bonnes raisons, si dans un futur proche, tout le monde rejoignait les villes. Mais il y aurait aussi de graves conséquences à cette urbanisation à outrance. En effet, avec le réchauffement climatique, de nouveaux dangers insoupçonnés risquent de nous guetter. Regardez, sur le parking d'un supermarché aux États-Unis, une nuée incroyable d'oiseaux se forme. Ici, en pleine ville, un homme est pourchassé par une mouette. Cela paraît totalement fou, mais depuis peu, les animaux sauvages passent à l'attaque chez nous, en pleine ville. Là, un léopard surgit de nulle part et attaque un homme qui tente de l'attraper. Ici, en Inde, un enfant manque de se faire piquer par un cobra. Ou bien un ours qui prend en chasse des hommes qui tentent de s'enfuir. Ou encore un élan qui charge un homme en Alaska. C'est-à-dire que l'étendue de l'espèce humaine
se fait au détriment des autres espèces. Et donc les autres espèces, d'une part, elles meurent. Il y en a moins. Mais ceux qui résistent quand même, à la fois au changement climatique et à la prolifération d'espèces humaines, disent « Eh bien, on n'a plus d'habitat et donc d'écosystèmes qui nous sont propres, donc on va venir chez vous parce qu'il faut qu'on se nourrisse, tout simplement. » Ça n'est que justice d'une certaine manière, même si c'est assez effrayant. On constate qu'il y a de plus en plus des espèces qui devraient vivre loin de nous, qui se rapprochent. Les sangliers, dans la banlieue de Rome, vous avez plein de sangliers qui viennent rôder la nuit. Vous avez aux États-Unis des ours qui viennent fouiller dans les poubelles et qui peuvent se révéler menaçants. Je veux dire, si vous vous retrouvez face à un ours, déjà un sanglier c'est pas agréable, mais alors un ours c'est autre chose. On va vers un monde de plus en plus confronté aux aléas naturels. Un aléa naturel, c'est autant une sécheresse qu'un ouragan, que le renard, le loup, l'ours qui s'approche de nous. Puisque nous avons détruit des espaces sauvages où vivaient les animaux pour nous loger ou nous nourrir, maintenant, nous en payons les conséquences. Des villes fragilisées par l'invasion des animaux, des campagnes de plus en plus vulnérables au dérèglement climatique. Où donc pourrons-nous vivre en sécurité dans le monde d'après? Croyez-le ou non, mais pour échapper aux catastrophes, certains imaginent vivre sous terre. Dans le monde, des cabinets d'architectes très sérieux se penchent sur cette solution. Ainsi, dans le monde d'après, nous pourrions vivre dans des gratte-terres. Au Mexique, par exemple. Une manière de gagner encore de l'espace pour nous loger sur une planète déjà très bétonnée. C'est l'idée de construire un gratte-ciel, mais qui va au fond de la Terre. Ils ont dit, tiens, on va prendre la place centrale de Mexico, on va mettre une dalle transparente dessus, et on va faire ce gratte-ciel qui va s'enfoncer jusqu'à 300 mètres. Dans lequel il y a tout, du logement, des commerces, des services. On est vraiment dans un monde clos. Il y a toute la nécessité. On n'a même pas besoin d'aller respirer l'air pollué de l'extérieur. Ce projet de gratte-terre, dans lequel l'air serait recyclé en permanence, est toujours en phase de recherche. Mais les plans font déjà un peu froid dans le dos. À vrai dire, vivre sous terre est un vieux fantasme des êtres humains. Mais comment vivre au 65e sous-sol d'une tour enterrée, sans lumière naturelle? Je plains les claustrophobes qui pourraient vivre dans le gratte-terre de Mexico, parce que ça doit pas être très très amusant. Alors, pour d'autres, la solution pour survivre en 2050 ne se trouve pas sous terre, mais dans les airs. En Arabie Saoudite, le chantier pharaonique d'une toute nouvelle ville a débuté en octobre 2022. Ici, en plein milieu du désert, sortira bientôt de terre The Line. Un projet gigantesque, présenté comme la ville du futur. Cette nouvelle mégalopole a de quoi donner le vertige. 170 km de long, qui traverse d'une seule traite le désert. 500 mètres de haut, soit plus d'une fois et demie la taille de la Tour Eiffel, et 200 mètres de large. À l'intérieur, pas de voiture. Tous les bâtiments sont superposés les uns sur les autres. Toutes les commodités se trouvent à 5 minutes à pied de chaque logement. Un train super rapide permettrait de rejoindre un point à un autre de la ville en moins de 20 minutes. Dans cette nouvelle cité futuriste, l'Arabie Saoudite espère accueillir 10 millions d'habitants d'ici 2045. En plus de la prouesse architecturale, The Line assure être la ville la plus écolo du monde, en ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre et en étant complètement autonome en matière d'énergie. Seulement, pour certains, de telles constructions seraient très problématiques pour le climat. Il va falloir amener les matériaux sur place pour construire cette ville. Le béton, pour faire du béton,
c'est l'industrie qui est une des plus émettrices de gaz à effet de serre. Donc si on fait une ville énorme avec des gratte-ciel, etc., j'ai pas compris que c'était en terre crue, ou en paille, ou en bois, ça sera en béton. Donc déjà, une débauche d'énergie avant d'arriver à l'éventuel zéro carbone. Autre problème, l'eau. Pour vivre dans cette ville du futur, il faudra la faire venir de la mer Rouge pour la désaliniser. Ou bien, à défaut, pourquoi ne pas déclencher des pluies diluviennes? Regardez, c'était à Dubaï il n'y a pas si longtemps. Un pilote du Centre national de la météorologie s'apprête à aller chasser un nuage. Sous les ailes de son avion, des dizaines de mini-fusées chargées en cristaux de sel. Alors que le pilote approche de sa cible, Numéro 6, vous pouvez lancer 4 fusées. Il largue les armes. Ok, reçu. 4 de chaque côté. Grâce à ce procédé et au mélange chimique, dans quelques heures, il va pleuvoir au-dessus de Dubaï. Incroyable. Le désert, c'est pas fait pour héberger des dizaines de millions d'habitants. On est bien d'accord. Il peut y avoir une solution, c'est faire pleuvoir sur le désert. On bombarde les nuages avec des produits chimiques qui vont activer la coagulation des molécules et qui vont précipiter la condensation et on va faire pleuvoir. À l'inverse, en 2008, la Chine a quant à elle empêché la pluie de tomber. C'était lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Des intempéries menaçaient le spectacle grandiose d'ouverture des Jeux, qui avait coûté des millions de dollars. Dans un stade à ciel ouvert, pas question de gâcher la fête. Alors, le gouvernement a tout simplement éradiqué le nuage avant que le ciel ne leur tombe sur la tête. Contrôler le climat, un vieux rêve des humains. Agir sur l'environnement, au moyen de procédés techniques, cela s'appelle de la géo-ingénierie. Derrière ce terme un peu barbare, se cachent plusieurs projets à travers le monde qui voudraient contrer le changement climatique. Alors la géo-ingénierie, c'est une connerie d'ingénieur et ça sert à rien. C'est très dangereux. On peut imaginer de faire pleuvoir ici et là, on peut imaginer de dessaler l'eau de mer pour faire face au fait qu'il y aura de moins en moins d'eau. Moi j'ai lu plein de trucs, donc on va balancer du soufre dans l'atmosphère parce que les microparticules absorbent une partie de la chaleur ou réfléchissent une partie de la chaleur. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est efficace. La deuxième chose, c'est que si on rentre dans ce cycle, on ne sait pas à quel moment on s'arrêterait. Au bout d'un moment, vous êtes pris dans une sorte de vicieux où il faut toujours aller de l'avant. En 2022, les Émirats arabes unis ont même annoncé leur dernier projet un peu fou. Tracter un bout d'iceberg depuis l'Antarctique jusqu'à leur station balnéaire de Fujairah, afin d'y créer un microclimat et pourquoi pas d'y reverdir le désert. Mais c'est pas du tout adaptable à l'échelle de la planète pour modifier le changement climatique. Et heureusement, parce que sinon, c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est jouer à l'apprenti sorcier. Et justement, jouer à l'apprenti sorcier ou au jeu du plus fort avec Mère Nature, on risque de s'y brûler les ailes. Le risque avec tout ça, c'est que ce qu'on gagne d'un côté, on va le perdre de l'autre. Tout est lié, tout est dans tout. Donc si je modifie le paramètre de fonctionnement d'un écosystème, du climat par exemple, à un tel endroit, de fil en aiguille, comme tout est lié, ça pourrait modifier les paramètres du climat bien plus loin. Alors, plutôt que de chercher des solutions toujours plus folles pour compenser le réchauffement climatique, ne vaudrait-il pas mieux se montrer plus raisonnable et vivre plus sobrement? On a des limites, on ne peut plus faire n'importe quoi. C'est plus possible. Et si on continue à faire n'importe quoi, comme on le fait depuis 50 ans, on va dans le mur et on va se réveiller à un moment parce qu'un seuil ou plusieurs seuils seront dépassés. La seule différence avec les dinosaures, par exemple, c'est que nous savons ce qui se passe. Nous sommes devenus assez forts pour nous détruire tout seuls. C'est un gros avantage par rapport aux tyrannosaures. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures disparaissaient de notre planète.
Aujourd'hui, à cause de nos modes de vie et de consommation toujours plus abondants et excessifs, c'est peut-être l'humain qui va bientôt disparaître. Pour moi, la solution, elle est en amont, c'est-à-dire avant de produire le mal, essayer de faire en sorte de sauver les choses. C'est le vieux dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir plutôt que guérir. Plus que jamais, l'avenir des êtres humains et de notre planète est entre nos mains.